Bonjour à toutes et à tous. Bon, aujourd'hui, nous allons terminer la quatrième République. Alors, je sais, c'est un petit peu paradoxal ce que je suis en train de dire, parce que le titre de ce thème d'aujourd'hui, c'est l'affirmation de la cinquième République. Or, nous terminons la quatrième République. Tout simplement parce que nous étions dans un système parlementaire sous la quatrième République, et qu'au début de la cinquième République, nous sommes un petit peu dans l'ambiguïté jusqu'à ce que De Gaulle propose une réforme qui est fondamentale dans l'histoire des institutions de la France. C'est-à-dire que le président de la République ne sera plus élu comme il l'était en 1958. Je ne dévoile pas encore ce qui va se passer, mais je pense que vous vous en doutez puisque vous vivez sous la Ve République. Mais avant de traiter ce thème-là, je voudrais vous dire ce qui va se passer au cours du mois de mai. Si il y a suffisamment de personnes qui sont prêtes à jouer le jeu. C'est-à-dire que nous allons, avec Marceline, qui est au secrétariat, nous allons organiser une série de questions-réponses. Questions-réponses sur le cours que je viens de faire, bien entendu. Et ces questions pourraient porter sur quelques thèmes. Ils seront précisés, mais je vous les donne déjà. D'abord, le thème de la libération qui va jusque, je dirais, à la fin 1945, début 1946. On pourrait même compter très globalement jusqu'à la démission de De Gaulle, qui était président du gouvernement provisoire, puisqu'il n'y avait pas encore d'institution formelle. Donc, une première période qui concerne la libération, une seconde période qui concerne à la fois l'instabilité politique et la guerre froide, donc second thème. Le troisième thème serait un thème qui concernerait la décolonisation. Alors par décolonisation, bien entendu, il y a deux faits majeurs, c'est-à-dire la guerre d'Indochine d'une part, et d'autre part l'Algérie. Bien entendu, ce ne sont pas les mêmes types de territoires. L'Indochine est une colonie, pour employer la classification classique, une colonie d'exploitation, alors que l'Algérie est une colonie de peuplement. D'ailleurs, à partir d'un certain moment, on dit l'Algérie c'est la France, c'est-à-dire qu'elle est découpée en départements. Bon, donc un troisième thème sur la décolonisation, avec en particulier l'Indochine et l'Algérie. Alors, s'il y en a qui veulent poser des questions, ils pourront le faire bien entendu par l'intermédiaire de l'internet et en passant par Marceline. Donc, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Je n'aurai sans doute pas réponse à tout parce que ça me paraît quelque chose d'extrêmement vaste. Mais bon, on verra. On verra comment cela fonctionnera. S'il n'y a pas de personnes qui sont prêtes à poser des questions, mais à ce moment-là, j'aborderai un autre thème qui sera dans la quatrième République et qui fera partie de la première séquence des 30 Glorieuses. Vous savez que nous avons vécu les 30 Glorieuses jusqu'à ce qu'arrive ce qu'on appelle la crise, mais qui en fait est une mutation. On n'avait pas conscience que c'était une mutation. Mais la première partie des 30 Glorieuses, effectivement, relève de la quatrième République. Donc, si il n'y a pas de questions sur les thèmes, j'aborderai cela jusqu'à la fin de l'année, c'est-à-dire à la fin mai. Alors aujourd'hui, nous allons voir comment l'affirmation s'est faite de la Ve République, et comme il y a eu affirmation de la Ve République, ça veut dire que la quatrième République est définitivement dépassée. Donc on entre dans un autre système. D'abord, en introduction, sur cette affirmation de la Ve République, je voudrais vous dire que, mais vous le savez déjà, que De Gaulle sort renforcé par la paix en Algérie. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, on ne savait pas quelle était sa position, mais vous avez compris que De Gaulle est un pragmatique et qui va évoluer en fonction des réalités et en fonction des réalités du terrain
en Algérie, mais également de la métropole. Charles de Gaulle est président de la République française. Donc ça veut dire qu'il doit tenir compte de l'ensemble, aussi bien de la métropole que de l'Algérie. Évidemment, vous allez me dire qu'en métropole, il y a une population qui est beaucoup plus nombreuse qu'en Algérie, une population européenne beaucoup plus nombreuse qu'en Algérie. Et que les Européens d'Algérie auraient souhaité que l'Algérie reste française. Ben, l'histoire a tranché autrement. Et De Gaulle a tenu compte des évolutions qui avaient lieu en France, mais qui avaient lieu également dans le monde, puisque l'heure était à la décolonisation. Donc, De Gaulle est sorti renforcé par la paix en Algérie, renforcé en particulier par les électeurs de la métropole. Il profite de cette circonstance pour modifier la Constitution sur un point décisif, puisque nous sommes tous concernés aujourd'hui par cette modification. Nous allons voir comment s'est faite cette modification. Bon, ici vous voyez De Gaulle qui reçoit, qui serre la main à Georges Pompidou. Vous vous souvenez peut-être, je vous avais montré une diapositive où on voyait Georges Pompidou en 1958 à la transition la transition immédiate entre la 4e et la 5e République. Rien n'était fait encore définitivement, mais Pompidou était là. Autrement dit, De Gaulle connaît Georges Pompidou, qui est un agrégé d'université, qui, je dirais, est un agrégé de lettres classiques, donc c'est un homme de grande culture, disons, pour simplifier. Donc De Gaulle aussi est un homme de culture, bien sûr. Donc De Gaulle reçoit Pompidou, qui va devenir Premier ministre, puisqu'il n'y a plus de président du Conseil, ce sont des premiers ministres, il devient Premier ministre après le référendum d'avril 1962. C'est-à-dire que De Gaulle va user quelqu'un qui lui était extrêmement fidèle, Michel Debré, qui était Algérie française, mais d'abord fidèle à De Gaulle, qui a présenté plusieurs fois sa démission, que De Gaulle a refusé, et lorsque les Français se prononcent pour l'indépendance de l'Algérie, eh bien, Michel Debré présente à nouveau sa démission, qui est 7 fois acceptée, et De Gaulle fait appel à Georges Pompidou. Donc Georges Pompidou, depuis avril 1962, est Premier ministre. Le voici encore. Bon, vous savez que Georges Pompidou n'a pas terminé son mandat, car il est mort d'une maladie qui était assez rare, et il était soigné avec de la cortisone. Et là, dans cette photo, on voit qu'il a grossi et que la cortisone y est sans doute pour quelque chose. Donc, il mourra avant la fin de son mandat. Alors, grand 1, voyons cette modification de la Constitution qui fait que maintenant, on va entrer véritablement dans la 5e République. Quel est le projet ? Le projet, il est très simple. C'est que le président de la République soit élu non par un collège élargi, comme ce fut le cas en 1958, où De Gaulle avait été élu par 80 000, c'était déjà important, mais ce n'était que 80 000 grands électeurs. Eh bien, le projet, c'est que tous les Français participent à l'élection du président de la République. Le projet, le voilà. La procédure pose un problème. Pourquoi ? Parce que la Constitution prévoit, bien sûr, la possibilité d'une révision constitutionnelle. Mais cette révision constitutionnelle doit être votée par les députés et les sénateurs. Donc il faut qu'elle soit présentée et acceptée. Or, De Gaulle ne veut pas passer par... vous connaissez les idées constitutionnelles de Gaulle. Donc, c'est un pouvoir exécutif fort. Donc, il ne veut pas passer par les députés, par les sénateurs. Et donc, il va adopter une autre procédure.
une autre procédure et c'est ce qui va poser problème. Alors cette autre procédure, de quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement, il décide de passer par un référendum. Un référendum, c'est-à-dire qu'il ne consulte pas les députés et les sénateurs. Il consulte les Français. Ce n'est pas prévu par la Constitution. Et donc, c'est considéré par les députés, qui sont écartés de ce fait, comme un viol constitutionnel. Et face à ce qu'ils considèrent comme un viol constitutionnel, et à la lettre, c'est un viol constitutionnel. Donc, ils décident donc de passer par un référendum, et les députés, eux, puisqu'ils sont écartés, décident de voter une motion de censure. Vous savez que la motion de censure est très difficile à voter sous la Ve République. Sous la Quatrième République, il fallait que le gouvernement prouve qu'il avait la majorité pour continuer à gouverner. Sous la Ve République, il faut que l'opposition fasse la preuve qu'elle est majoritaire. Et à ce moment-là, la motion de censure passe. Et cette motion de censure va être débattue par l'Assemblée, par les députés de la Chambre. Alors voici un moment où on est en train de faire les comptes. Donc Pompidou a été nommé une première fois par De Gaulle en avril 1962. Il est censuré. Il est censuré par le Parlement, par les députés en l'occurrence ici. Donc vous voyez, hein, il y en a qui regardent les feuilles, Pompidou se retourne, donc il y a une certaine effervescence, pour ne pas dire une certaine inquiétude. Pour la première fois, une motion de censure passe sous la Ve République. Voici un journal local, l'Éclair du Morbihan. Il est, bon, s'il n'est pas de très bonne qualité, mais on arrive quand même à lire ce qui nous intéresse ici. Donc, à côté du titre, vous avez la motion de censure votée au Palais Bourbon. Et elle a été suivie du décret de dissolution de l'Assemblée. Donc, immédiatement face à cette motion de censure, que fait De Gaulle? Il dissout l'Assemblée. Donc, le gouvernement a été mis en minorité, puisque c'était la motion de censure, et De Gaulle dissout l'Assemblée. Autrement dit, il y a un conflit entre l'Assemblée et De Gaulle. Ce conflit, comment va-t-il être réglé? Nous le savons, il va être réglé par un référendum. Donc la motion de censure est votée car il y a, considèrent les députés, un viol de la Constitution. Donc cette motion de censure est votée le 5 octobre 1962. On est toujours en 62, hein. C'est l'année des accords d'Évian. Et immédiatement, la Chambre est dissoute. Donc, il va y avoir à la fois un référendum, puisque c'est ce qu'a choisi De Gaulle, pour éviter de présenter cela aux députés et aux sénateurs. Donc il va y avoir un référendum, mais il doit y avoir aussi des assemblées législatives. Alors allons dans je dirais, dans l'ordre, c'est-à-dire allons progressivement. De Gaulle est un tacticien et aussi un stratège, tout à fait remarquable. Il décide de présenter d'abord son projet d'élection du président de la République au suffrage universel aux Français. Et il décide de faire un référendum donc. Ce référendum a lieu le 28 octobre 1962. Alors évidemment, c'est beaucoup plus confortable de faire des élections législatives lorsqu'on a fait un référendum et que ce référendum a été victorieux. Et si on demande aux Français, est-ce que vous êtes d'accord pour élire le président de la République au suffrage universel? Non, vous croyez franchement que les Français vont répondre non, on ne veut pas. On veut que ce soit toujours les députés et les sénateurs. Ils sont enchantés de pouvoir élire le président de la République. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est l'élection essentielle, c'est l'élection reine. De cela, beaucoup de choses découlent. Donc le référendum a lieu très rapidement, le 28 octobre 1962. Il n'y a pas de députés, la Chambre a été dissoute. Donc, on fait le référendum. Ce référendum, voici le thème. Oui ou non,
voulez-vous élire le président de la République? Et donc, vous voyez ces grandes affiches d'une conception moderne. Vous voyez ce pouce, pardon, cette main, c'est pas un pouce, c'est une main qui sort à travers l'affiche et qui dit oui, c'est vous. Et donc, la main désigne l'électeur qui est planté devant l'affiche. C'est vous qui élirez le président de la République. Vous, au suffrage universel, bien entendu, c'est sous-entendu. La voici en couleur. On voit, là, on est juste en face, on voit bien cette main qui pointe et l'index qui montre l'électeur, vous allez élire le président de la République. Vous allez l'élire à condition, bien sûr, qu'il y ait une majorité en faveur de cette proposition. Il y a des opposants. Ne croyez pas que De Gaulle soit, je dirais, la seule voix. À la radio, à la télévision, oui, parce que tout cela est contrôlé, parce que la censure existe toujours. Donc, il y a des opposants, et ces opposants votent non. Alors, en gros, c'est la gauche qui vote non. Donc, non, alors vous voyez, tout cela est détaillé. Voici encore une autre affiche qui dit la même chose. Non, 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 résolument. Alors, vous avez toute une série d'éléments qui sont proposés par le Parti communiste, sont proposés un vote négatif, mais l'essentiel, évidemment, c'est oui ou non à l'élection du président de la République au suffrage universel. Voici le dépouillement. Vous voyez la foule, enfin, en tout cas, ce groupe qui se presse là autour de la table des scrutateurs. Et c'est un vote important. Alors là, un doute, est-ce que ce sont les élections législatives qui suivent ou est-ce que c'est les référendums? Si on regarde les bulletins, on peut penser, et même avec juste raison, que ce sont les élections législatives, puisque les bulletins, vous le voyez, portent des noms. C'est pas un oui ou un non. Alors que pour un référendum, c'est très simple, il y a deux tas, oui, non. Là, c'est un peu plus complexe, donc c'est pour les élections législatives qui ont lieu juste après. Mais c'est la même scène. Vous voyez des personnes qui se réjouissent. Vous voyez cette femme qui est au centre de la photo, légèrement à droite, qui a un sourire radieux parce que c'est son candidat qui va l'emporter. Et à côté d'elle, vous avez un jeune homme, vous voyez, en costume, cravate, etc., qui lui aussi sourit légèrement. Voilà. Donc, on est dans des opérations de vote. Alors, revenons au référendum. Et au référendum, quel est le résultat? Le voici, 62% de oui. Mais, dit le républicain Lorrain, mais la majorité par rapport aux inscrits n'a pas été atteinte. Autrement dit, il y a des gens qui n'ont pas voté, il y a des gens qui se sont abstenus, mais l'abstention à cette époque-là est relativement faible, mais il y a des gens qui ne vont jamais voter. Et donc par rapport aux inscrits votants et non votants, il y a une minorité de votants, c'est-à-dire moins de 50%. Mais parmi ceux qui votent, il y en a 62% qui votent oui. Donc, le référendum est approuvé car il y a une majorité de voix exprimées, 62% de oui. Mais on constate que par rapport au score fleuve qu'avait De Gaulle à propos de l'Algérie, en métropole, c'est bien sûr déjà beaucoup moins. On est à 20% de moins. Autrement dit, il n'y a pas que des gaullistes en France, il y a aussi des gens qui forment une forte minorité et qui sont opposés à De Gaulle. Alors l'Ouest et l'Est, l'Ouest catholique, l'Est gaulliste, qui ont voté massivement pour le général de Gaulle. Mais dans le Midi, le non a dominé. Le Midi a toujours été réticent face au gaullisme, n'a jamais donné la majorité, sauf dans les référendums à propos de l'Algérie, mais sinon n'a pas donné la majorité aux gaullistes. Alors, puisque le référendum a été positif,
puisque la question posée par le président de la République l'a emporté, la Constitution change. Et on voit que il y a à la base l'ensemble des citoyens électeurs. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, la majorité est à 21 ans. Que ces électeurs, vous voyez la flèche qui part sur la gauche, qui part verticalement vers le président de la République, l'ensemble des électeurs élit, c'est écrit en petit, le président de la République. Donc c'est quelque chose d'absolument fondamental. Fondamental jusqu'à une certaine époque où, enfin c'était toujours fondamental, mais jusqu'à ce qu'on change la date des élections législatives qui viennent obligatoirement après l'élection du président de la République. Depuis cette autre réforme, il y a toujours eu une harmonie, disons, entre l'élection du président de la République et la Chambre qui est élue. C'est-à-dire que le président de la République a une majorité au sein de la Chambre qui est élue. Là, les choses étaient disjointes. Donc, ce qui explique les cohabitations qui ont eu lieu. Mais là, j'anticipe et je parle de la Ve République. Donc, l'ensemble des citoyens élit le président de la République. Donc, ça y est, la réforme va être faite. Le président de la République qui désigne le Premier ministre qui nomme les ministres, vous le voyez, et le président de la République qui a le droit de dissolution de l'Assemblée nationale. Bon, donc, cette réforme est faite. Maintenant, il faut élire des députés. Donc, la réaction des députés, vote de motion de censure, dissolution de la Chambre, référendum, et dans la foulée, un mois plus tard, à peu près, élections législatives, les 18 et 25 novembre 1962. Ces élections législatives, voici le résultat. Voici le résultat, et on voit que le groupe UNR-UDT, c'est-à-dire le groupe des gaullistes, n'a pas tout à fait la majorité. Pas tout à fait. Mais il va l'avoir avec le groupe des Républicains indépendants, mené par Valéry Giscard d'Estaing. Donc, c'est dans les bleus. Le bleu et le bleu très soutenu, qui se trouve placé sur ce croquis à droite de l'UNR-UDT. Autrement dit, les gaullistes et leurs alliés ont la majorité. Mais vous avez une opposition qui est importante, et vous avez en particulier le groupe du centre démocratique, qui est en bleu pâle, puis vous avez le Rassemblement démocratique, qui est, disons, orangé, puis vous avez le groupe socialiste, et enfin vous avez le groupe communiste. Donc, ces gauches, tout comme il y a des droites, puisque vous savez que dans la classification de René Raymond, le groupe des Républicains indépendants est classé parmi les libéraux, et le groupe UNR-UDT est classé parmi les héritiers de la droite bonapartiste. Bon, c'est la classification de René Raymond. Et puis, ce qui montre qu'il y a des droites, mais tout comme il y a aussi des gauches. Et bien entendu, on le voit sur ce croquis, les gauches sont plus dispersées que les droites, où il y a un groupe qui est massif, c'est-à-dire constitué par l'UNR-UDT. Alors voici les résultats. Voici les résultats dans le détail. L'UNR-UDT, vous le voyez, a 5 millions, presque 900 000 voix, ce qui représente 32% des votants au premier tour. 32%. Le Parti communiste il résiste toujours, hein. Il n'a plus 25% des voix comme il avait à la Libération, mais il résiste toujours et il a quand même près de 22% des voix, ce qui est tout à fait considérable, bien entendu, surtout quand on compare aux résultats d'aujourd'hui.
La section française de l'Internationale ouvrière, c'est-à-dire les socialistes, ont un peu plus de 12% des voix. Le mouvement républicain populaire a beaucoup baissé, il est à moins de 10%. Et les radicaux se sont effondrés. C'était le parti qui avait fait la Troisième République, qui avait joué un rôle important dans la quatrième, et qui là s'effondre. Vous avez aussi le Centre national des indépendants et paysans, qui est un peu au-dessus de 7, et puis le reste, effectivement, c'est très peu de choses. Ceux qui ont le plus, ce sont les divers droites, un peu plus de 4%, mais tous les autres sont à 2% et moins de 2%. Alors, au second tour, vous savez, on dit qu'au premier tour, on choisit, et au second tour, on élimine. Mais au second tour, des désistements vont se produire. C'est en particulier à gauche. C'est-à-dire que c'est le candidat de gauche qui est le mieux placé, qui reste en lice au second tour. Et l'autre candidat de gauche, qui a eu de mauvais résultats, se retire. Donc voici les résultats du second tour, vous les voyez. Vous voyez que le Parti communiste a un tout petit peu perdu au profit de la SFIO. C'est-à-dire que des candidats SFIO ont fait mieux que des candidats communistes et qu'ils ont bénéficié des voix communistes. Vous avez ensuite le mouvement des Républicains populaires qui, lui, s'effondre. Vous avez le Parti radical qui se maintient. Et puis ensuite, vous avez les résultats que vous voyez. Alors vous avez un petit commentaire. Contrairement aux élections législatives précédentes, le PCF et la SFIO ont conclu des accords de désistement dans les circonscriptions où les candidats des deux partis pouvaient se maintenir au second tour. Il en résulte une forte progression en sièges de la gauche, malgré le recul en voix des socialistes. Quant aux radicaux, ils poursuivent leur recul avec 7,79% des voix. Alors, ça, ce sont les élections. C'est le nombre de voix. Alors maintenant, je vous donne les résultats en sièges. Et là, effectivement, la loi électorale fait que tous les députés ne sont pas égaux face au découpage. Alors vous avez l'Union pour la Nouvelle République, c'est-à-dire les gaullistes, avec les apparentés, au total 233. Ensuite, vous avez les socialistes qui ont 64 sièges, alors que les socialistes, vous le voyez ici, ont eu presque 10% de voix moins que les communistes. Mais ils arrivent avant les communistes très nettement en nombre de sièges. Le Centre démocratique bénéficie de 51 sièges, alors que le Centre démocratique, écoutez, le problème c'est que les appellations ne sont pas tout à fait les mêmes et que donc c'est difficile de s'y retrouver. Mais en tout cas, ils sont troisièmes. Et les quatrièmes, ce sont les communistes. Suivent 41 sièges. Aucun apparenté. Le Centre démocratique, 35 sièges, et les républicains indépendants, ce qui permet aux gaullistes de l'emporter, d'avoir la majorité, 32 sièges. Bon, autrement dit, les gaullistes ont gagné, ce qui veut dire que De Gaulle va reconduire aussitôt Georges Pompidou. Georges Pompidou est pressenti pour la seconde fois pour devenir le Premier ministre, ce qu'il devient. Autrement dit, la modification a été faite avec succès, avec la sanction des urnes, c'est-à-dire que ce sont les partisans de De Gaulle qui l'ont emporté et qui, bien entendu, acceptent le référendum. Et qu'à partir de ce moment-là, le président de la République, institutionnellement, est élu au suffrage universel. Mais il faut bien comprendre que cette modification institutionnelle ne devient définitive qu'en 1965. Pourquoi 65 ? Parce qu'en 1965, De Gaulle arrive au terme de son mandat. Petite précision, lorsqu'on écrit De Gaulle,
on met à 2 une majuscule. Lorsqu'on écrit De Gaulle tout court, on ne met pas de majuscule à 2. À Gaulle, bien sûr, bien entendu. Donc, De Gaulle arrive au bout de son mandat, de son premier mandat, et il a été élu en 58. Et il se représente. Il se représente en 65. Il se représente, et le second tour des institutions, le second tour des élections présidentielles va consolider les institutions. Parce que pour l'instant, cette modification territoriale n'avait pas connu l'épreuve du feu. Il n'y avait pas eu d'élection du président. Or, en 65, il y a une élection du président de la République. Et De Gaulle se représente. Allez, et on est très curieux de savoir qui va se présenter contre lui. Alors, vont se présenter contre... Alors, voici De Gaulle. Vous remarquez qu'il est un civil. C'est le président de la République. Ce n'est pas le général de Gaulle. Bien sûr, il est général. Mais c'est le président de la République, qui est un titre nettement au-dessus, puisque l'armée obéit. Donc De Gaulle ne peut pas obéir à lui-même, ou plutôt il ne met plus son uniforme. Il mettait son uniforme de façon tactique, stratégique, pendant la guerre d'Algérie, en fonction des événements. Donc le voici. Le voici, il se présente. Voici un second personnage que vous reconnaissez tous, j'imagine, François Mitterrand, qui se présente aussi. Alors attention, François Mitterrand ne consulte pas les partis. Il ne consulte pas ceux qui, logiquement, vont voter pour lui. Il se présente, c'est-à-dire qu'il est dans la logique des institutions nouvelles et de cette modification institutionnelle. Il se présente et il va voir des partisans en la personne, je dirais, de tous les partis politiques de gauche. Parce qu'il s'est présenté. Il est le premier à se présenter, et donc il est celui qui, logiquement, doit faire l'unité autour de lui, l'unité de la gauche, contre De Gaulle. Voici donc une manifestation de ses partisans, qu'ils soient socialistes, ou qu'ils soient communistes, ou qu'ils soient radicaux. Donc, manifestation à Paris de soutien à Mitterrand pendant la campagne électorale. Et les communistes et les socialistes se rencontrent, et après le premier tour, ils décident qu'il y aura des désistements entre républicains pour battre les hommes du pouvoir. Alors vous constatez qu'au niveau de la sémantique, c'est très important. Pour la gauche, on parle de désistement entre républicains, c'est-à-dire que les républicains, c'est la gauche. Les autres, la droite, les droites, ce sont les hommes du pouvoir. Et le Parti communiste ne fait pas dans la dentelle. Il dit en dessous, vous le voyez, en plus petit caractère, et barre la route à la dictature. Donc, pour les communistes, De Gaulle, c'est un dictateur. Ils ne vont pas le dire comme ça. Ils vont parler du pouvoir personnel de Gaulle. Bon, il y a une nuance. C'est vrai que De Gaulle va exercer un pouvoir autour de sa personne, pour ne pas dire un pouvoir personnel. Mais ce n'est pas un dictateur, bien entendu. Mais voilà, on est en période électorale, donc on ne fait pas dans la nuance. Rien de plus, c'est toujours l'humanité, rien de plus urgent que de renforcer l'union. Donc il faut renforcer l'union. L'union face à De Gaulle, face au péril représenté par la concentration des forces réactionnaires, petite nuance, sur l'UNR. Bon, on peut considérer qu'en France, il y a 4 grandes attitudes politiques. On peut être révolutionnaire. Le Parti communiste se dit révolutionnaire. Est-il? Ça, c'est autre chose. Ce serait une discussion qui n'aurait pas de fin. Donc, on peut être révolutionnaire. On peut être réformiste, c'est-à-dire ne pas vouloir une révolution,
c'est-à-dire ne pas vouloir une table rase, puisque la révolution après tout, c'est ça, c'est la table rase, mais vouloir que progressivement par des réformes, on modifie le système économique et social. Donc, seconde attitude, réformiste. Ce serait plutôt l'attitude de la SFIO et des radicaux. Ensuite, on peut être conservateur. Conservateur, c'est-à-dire on veut conserver la société dans l'état où elle est. Conservateur, avec peut-être des modifications à la marge. Vous savez que dans l'UNR, il y avait aussi des gaullistes de gauche, mais qui étaient gaullistes avant d'être de gauche, donc qui ont voté pour le général de Gaulle. Pardon, j'ai dit le général de Gaulle, pour le président de Gaulle. Donc, vous avez une troisième attitude, conservateur. Et puis vous avez ceux qui sont réactionnaires, ceux qui veulent revenir à un état antérieur de la société. Vichy, par exemple, était réactionnaire et rêvait d'un état antérieur de la société. Mais là, pour l'instant, l'humanité, rien de plus urgent que de faire l'union, de renforcer l'union face aux forces réactionnaires. Est-ce que les gaullistes sont des réactionnaires? Non. Bon, certains sont conservateurs, d'autres sont pour... Excusez-moi. Il y a un problème. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas faire grand-chose là. Au même problème. Ah, ça y est, ça revient. Ah, les caprices informatiques. Alors voici un autre état des élections. Un autre état des élections où finalement deux candidats vont s'opposer. Alors voyez que le nord de la France, l'ouest, l'est, le nord, toute une partie des Alpes, une partie le long de la côte, votent majoritairement pour De Gaulle. Le midi, ce qui est en rouge, avec en particulier quelques départements où le rouge est plus foncé, comme par exemple le Gers, que vous repérez facilement au nord des Hautes-Pyrénées. Puis ensuite, en partant des Pyrénées, l'Ariège, l'Aude, l'Hérault, le Gard. Donc vous voyez que ces départements sont en rouge foncé. Vous voyez que là, on vote très majoritairement à peut-être 65%, peut-être davantage encore dans certains endroits pour Mitterrand, et le département de la Nièvre. Mais tous les autres départements, avec l'Alsace en particulier et la Bretagne, la Vendée aussi, l'Aveyron, la Lozère, votent très majoritairement pour De Gaulle. Quels sont les autres candidats? Mais les autres candidats, les voici. Vous le reconnaissez. Enfin, je pense, puisque vous avez été nombreux à voter à ce moment-là. Donc voici Jean Le Canuet, qui se présente pour le Centre démocrate et qui ne sera que troisième. Or, vous savez que dans la règle du jeu de l'élection présidentielle, seuls ceux qui arrivent en tête au second tour se maintiennent 15 jours plus tard pour un second tour. Donc Jean Le Canuet, qui s'était présenté aux élections et qui a une sensibilité, si vous voulez, social-démocrate ou social-chrétienne. C'est à peu près la même famille, sauf que les appellations changent selon le contexte. Et puis, lui, peut-être le reconnaissez-vous, peut-être. Vous avez été peu nombreux à voter pour lui, c'est Tixier-Vignancourt. Tixier-Vignancourt, qui représente l'extrême droite à l'élection présidentielle et qui ne va avoir un score très réduit. Mais le vainqueur, c'est lui, c'est De Gaulle. De Gaulle qui devient président de la République pour un second mandat, mais, ce que je voudrais dire, indépendamment de la photo, qui est extrêmement traditionnelle. Vous savez que depuis, les photos ont changé de type de photo, c'est-à-dire qu'on représente le président de la République sans cet apparat qui est présenté ici.
avec l'ordre de commandeur de la Légion d'honneur ou de grand maître de la Légion d'honneur, la main appuyée avec un costume tout à fait approprié, c'est-à-dire la redingote, la main appuyée sur des livres qui sont des ouvrages de droit, bien entendu, pourquoi pas le Code civil. Bon, autrement dit, De Gaulle, en majesté, se fait photographier avec comme arrière-fond une bibliothèque. Mais ce qui est important, ce n'est pas tellement la photo. Bien sûr, la photo va être dans toutes les mairies. Mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, on applique les règles de l'élection présidentielle. Donc l'élection présidentielle passe dans les mœurs, dans les usages. Ça va devenir quelque chose de tout à fait évident que le président de la République en France est élu au suffrage universel. Et même Mitterrand qui s'est présenté, qui était un opposant, a décidé de se présenter. Donc dans la mesure où les opposants au régime, qui vont qualifier, vous savez que Mitterrand qualifiera le régime de faire un coup d'État permanent. Donc, dans la mesure où les opposants, y compris les opposants très critiques comme Mitterrand se présentent, cela veut dire tout simplement qu'ils acceptent la règle du jeu, puisqu'ils se présentent aux élections présidentielles. Donc il sera difficile pour eux de contester cette règle. Et cette règle va devenir une règle que nous avons tous intériorisée et qui est devenue l'élection reine en France au suffrage universel. Alors voilà, je dirais que le processus est arrivé au bout. Maintenant, on est vraiment sous la Ve République avec cette élection au suffrage universel. Et bien entendu, avec l'inversion du calendrier, le président de la République a, peu de temps après sa victoire, une majorité de partisans au sein de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'il a les moyens, théoriquement, il a les moyens de gouverner. Voilà, je dirais, depuis le début, depuis la libération, l'évolution de la Quatrième République et cette période de transition qui a été longue, qui a duré 4 ans. Elle a duré 4 ans, un peu plus de 4 ans. Pourquoi un peu plus de 4 ans? Mais pour une raison très simple, parce qu'il y avait la guerre d'Algérie. Et que la guerre d'Algérie a été une sorte de parenthèse. Et à partir du moment où De Gaulle s'en est, entre guillemets, débarrassé, a accepté l'idée de l'indépendance de l'Algérie, à ses yeux, la France va pouvoir jouer son rôle, va pouvoir exprimer sa voix dans le concert des nations. Et la France, et c'est pour cette raison que Pompidou a été nommé Premier ministre, la France doit devenir une grande puissance industrielle. Et effectivement, ce sera un petit peu la tentative qui sera menée pendant un certain nombre d'années sous la Ve République. Donc la prochaine fois, nous restons sous la Quatrième République et je vous invite, si vous le souhaitez, à poser des questions sur les thèmes que je vous indiquais, mais qui seront reprécisés par Marceline. Au revoir, et j'oublie pas de vous dire bonnes vacances, occupez-vous bien de vos petits-enfants, et à bientôt.